veux bien vous faire une démonstration en plateau. Oui. J'ai ici une grosse caisse qui représente la surface du Soleil. Si je frappe la grosse caisse, écoutez bien, il y a un certain nombre d'harmoniques qui sont produites. En fait, lorsque j'ai frappé la grosse caisse, la membrane s'est mise à vibrer, c'est-à-dire qu'il y a des régions de la membrane qui ont légèrement monté et d'autres qui ont légèrement descendu. Il en est de même à la surface du Soleil. Donc la demi-seconde lumière, en gros, c'est la distance des satellites géostationnaires. La seconde lumière, aller-retour, la seconde lumière, c'est la Lune. L'année-lumière, ce sont les étoiles les plus proches de la Terre, celles que nous voyons la nuit. Et puis, la centaine de milliers d'années-lumière, c'est la taille de la galaxie. Et le milliardième de seconde d'année-lumière, c'est la distance entre vous et moi. Oh, c'est très joli. Pourquoi le ciel, il est bleu? Pourquoi y a-t-il des pleines lunes? Pourquoi la Terre, elle est ronde? Depuis que l'homme a pris la mesure de l'univers, il sait que la Terre n'est qu'une planète, parmi les 9 grands corps qui gravitent autour de l'étoile Soleil. Toutes les planètes se sont probablement formées au même moment, il y a 4,5 milliards d'années. Mais les planètes sont très différentes entre elles. Il y a des planètes gazeuses et géantes comme Jupiter, et des planètes petites et rocheuses comme la Terre. 3 d'entre elles sont situées dans les mêmes parages du Soleil. De taille et de masse comparables, on les appelle les 3 sœurs, Vénus, Mars, la Terre. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que ces 3 planètes avaient au départ des atmosphères tout à fait identiques, c'est-à-dire surtout du gaz carbonique. Oui. Et ce qui s'est joué au début, qu'on ne comprend pas très bien, c'est à peu près ceci. Par exemple, sur la Terre, où est passé le gaz carbonique initial? Eh bien, il est dans le fond des océans. C'est que la Terre a de l'eau liquide, les océans, et cette eau a pu absorber le gaz carbonique et le déposer sous forme de carbonate et de calcaire. L'énigme, c'est qu'il y a des arcs très différents de ce qu'on connaissait jusqu'à présent des anneaux autour de Neptune. C'est-à-dire, la découverte d'anneaux autour de Neptune en soi, c'est une chose importante. Oui. Et le fait qu'ils soient très différents, c'est-à-dire qu'il y ait des morceaux de matière interrompus et qu'ils ne fassent pas tout le tour de la planète, ça, c'était très étonnant. Et c'est une piste vers un nouveau phénomène qui est le fait que la matière, le matériau, à cause de la gravitation, oui, se retrouve concentré en un endroit, ce qu'on n'imaginait pas il y a seulement 20 ans. Si un étudiant, il y a 20 ans, m'avait parlé d'arcs de matière autour de Neptune ou ailleurs, je l'aurais collé à l'examen. Et pourtant, ils existent, ils sont là. S'envoler avec les Russes, eh bien, c'est pas du tout la même chose que s'envoler avec les Américains. Et la preuve, nous avons des images d'un ami de Jean-Pierre Vibring, il est russe, et il a filmé 3 cosmonautes, 3 de ses collègues, juste avant un lancement à Baïkonour. Et j'aimerais qu'on regarde ces images que moi je trouve ça absolument incroyable. C'est pas du tout la même ambiance. Jean-Pierre Vibring, vous connaissez ces images quand même? Oui, ça, ce sont donc les 3 cosmonautes qui vont partir dans la fusée qu'on vient de voir. On l'avait filmé la veille. Là, ce sont les 3 cosmonautes. Au centre, le commandant. Sur la gauche de l'écran, c'est en fait un cosmonaute américain, on peut dire un astronaute. Ce tir a eu lieu en mars 95, en mars de cette année. Et il faut donner l'année parce que je pense qu'on aurait été en mars 65. C'était exactement le même rituel, les mêmes protocoles, les mêmes combinaisons presque, les mêmes bâtiments. C'est le dernier salut au militaire maréchal commandant de la base. Ça se passe à Baïkonour dans le Kazakhstan. Les 3 cosmonautes que l'on vient de voir saluer montent dans cet autocar et vont rejoindre leur base de lancement. Il y a très peu de monde. Qui peut être à plus de 25 à 50 km. Que le Baïkonour est une énorme zone. Et il se trouve que cette fusée-là était relativement proche, mais ça peut être extrêmement loin. Ça a l'air moins solennel que les départs américains. Autre type de solennité. Enfin, 2 de vos invités, puisque le 3e, si j'ai bien compris, lui, il se déplace dans l'espace sans avoir besoin d'argent. Alors, Jean-Claude Mézières, ça fait bientôt 30 ans que vous voyagez dans l'espace, et cela gratuitement. Mais comment faites-vous? Le prix d'une bouteille donc de Chine, et je pars, je décolle. C'est-à-dire que la bande dessinée et la bande dessinée de science-fiction permet évidemment l'imaginaire.
Et c'est ce que Pierre Christin, mon scénariste préféré, néanmoins ami, avons commencé, lorsqu'on voulait faire une première histoire, il y a 30 ans, on a raconté une histoire où il y avait peu dans la presse française à l'époque, c'était la science-fiction, et on a raconté une petite histoire, et depuis, on continue à suivre le petit astronef de Valérian, et on raconte encore des histoires. On va préciser quand même que votre héros, c'est Valérian, l'agent spatio-temporel. Et sa petite camarade Laureline, important, qui n'est pas à oublier. Et donc vous, la galaxie, c'est votre univers quotidien. Notre terrain de chasse, notre lieu de promenade, c'est-à-dire que chaque nouvelle histoire, on recrée une civilisation, on parle d'une autre planète, on parle pas en termes très techniques, d'ailleurs, il faut mieux pas, mais au fond, peut-être en termes poétiques ou sociologiques. Oui, alors moi j'ai toujours eu un problème avec cette notion de milliardième, de millionième de seconde. J'ai l'impression que vous n'osez pas prononcer ce mot, enfin ce chiffre fatidique, le zéro. Pourquoi vous ne voulez pas dire zéro? Parce que, en fait, pour les physiciens ne peuvent se baser que sur les théories qu'ils connaissent et qui ont été éprouvées par des méthodes expérimentales. Et en fait, dans ces tout premiers moments de l'univers, la relativité générale qui a servi tout à l'heure à donner tous ces modèles d'univers, la relativité générale n'est plus opérationnelle, ne donne plus de bons résultats parce qu'il faut une autre théorie qui entre en jeu lorsqu'on a des particules élémentaires, lorsqu'on entre dans ces domaines de temps, d'énergie. Et d'infiniment petit. Oui, infiniment petit et infiniment grand si on regarde du côté de l'énergie. Et cette autre théorie, c'est la mécanique quantique. Et il se fait que les physiciens aujourd'hui n'ont pas de bonne théorie pour mettre ensemble la relativité générale et la mécanique quantique. Et donc il y a une sorte de limite de nos connaissances qui n'est pas une espèce de mur physique qui interdirait le physicien d'aller voir plus loin, au point zéro. Au point zéro, si vous voulez, qui est d'ailleurs qu'un point mathématique d'une certaine manière, ou un point physique. Mais il n'empêche que vous ne prononcez jamais. Non, parce que nous n'avons pas les théories, la bonne théorie mettant ensemble relativité générale et mécanique quantique pour dire quelque chose de sensé, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait se raccorder ultimement à nos formalismes et à nos observations. Sur les autoroutes de l'information, les stations de service web continuent de fleurir. Mais pour les surfeurs d'Astronet, c'est sur le STSCI que nous vous donnons rendez-vous ce mois-ci. Ce cliché exceptionnel, regroupant 342 vues différentes de quelques milliers de galaxies, a été présenté au cours d'une réunion à la Société astronomique américaine. On y distingue des galaxies spirales et elliptiques, mais aussi des galaxies aux formes étranges. Certaines seraient les premières galaxies, nées 1 milliard d'années après le Big Bang. De quoi permettre aux astrophysiciens d'étudier les différentes phases évolutives des galaxies. Finalement, nous sommes dans l'ère quaternaire, qui est une période plutôt froide, plutôt chaude. Nous sommes dans une période glaciaire, celle du quaternaire. Alors, 95% de l'histoire de la Terre subit des climats relativement chauds. C'est seulement pendant 5% du temps que la Terre plonge dans des périodes dites glaciaires. Et il se fait, comme par hasard, que nous sommes dans une de ces périodes glaciaires qui dure depuis à peu près 2 millions d'années. Ah bon, donc on n'a pas de chance. Enfin, en tout cas, pour ceux qui aiment le soleil, il pourrait faire beaucoup plus chaud sur Terre en ce moment. Il pourrait faire beaucoup plus chaud, mais il ne faut pas trop nous plaindre malgré tout, parce que cette période glaciaire est caractérisée par des oscillations entre deux états extrêmes que l'on appelle des glaciaires et des interglaciaires. Et ces oscillations ont été mesurées, et la période principale de ces oscillations, c'est à peu près 100 000 ans. Et un livre très connu, Poussière d'étoiles, sur lequel il y a tout un chapitre qui concerne la Terre, il y a des images magnifiques, et ce livre existe aussi en poche. En poche. Et pour finir, alors il y a un petit livre qui est pas du tout connu, et Titon Lamazou, c'est vous qui m'en avez parlé. Alors c'est pas vous qui l'avez écrit évidemment, mais ça s'appelle le guide des étoiles, parce que avant d'utiliser les satellites, d'abord pour la navigation, ce sont les étoiles, et ça c'est beau quand même. Bien, merci à tous d'avoir participé à notre émission. Avant de conclure avec les éphémérides, on retrouve Yves Delay à la Maison d'Astronomie. Il nous présente la boutique de Cassiopée. Bonjour. Eh bien, ce mois-ci, pour parler de la Terre, j'ai sélectionné des objets assez extraordinaires. Les saisons passent. Après l'hiver et son solstice, voici le printemps et son équinoxe. Cet événement aura lieu le 20 mars à 14h55. Vous savez maintenant qu'il y a 2 équinoxes par an. Un en mars et un en septembre.
Ce sont les deux moments de l'année où l'hémisphère nord et sud s'unissent pour une égalité totale entre le jour et la nuit, 12 heures chacun. Le 29, entre 1h et 5h du matin, si vous vous munissez d'une paire de jumelles, vous pourrez voir Vesta, la plus grande des petites planètes, dans la constellation de la Balance, entre la Vierge et le Scorpion. Avec une magnitude 6, elle reste difficile à observer, mais cela vaut le détour, car Vesta a été découverte un 29 mars en l'an 1807. Alors, bon anniversaire. Voilà, l'émission est terminée. Vous l'avez compris, au cours des prochains millions d'années, bien des aventures attendent notre vaisseau Terre dans sa croisière à travers l'espace. Mais si l'on y réfléchit bien, le destin final de notre planète est lié à celui de notre étoile, le Soleil. Or, nous, les astrophysiciens, nous avons calculé que dans quelques milliards d'années, le Soleil se mettra à gonfler démesurément et que la Terre surchauffée sera vaporisée. Faudra-t-il alors abandonner le vaisseau Terre à bord de chaloupes spatiales pour émigrer vers d'autres mondes plus cléments ? Certains scientifiques ont imaginé une solution encore plus radicale. Transformer la Terre elle-même en vaisseau spatial. Science-fiction encore, mais peut-être réalité du futur. En tout cas, imaginez le gigantesque propulseur qu'il faudrait construire pour permettre à notre planète de quitter son orbite autour du Soleil. Le mois prochain, Cassiopée vous propose une émission spéciale justement consacrée aux propulseurs, mais des propulseurs bien réels qui équipent les fusées d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au centre d'essai de la Société européenne de propulsion.